Salut les bouseux, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième numéro de notre rubrique culturelle, car voilà, j'avais envie de varier en ce moment. On va s'intéresser à un grand classique de la science-fiction, j'ai nommé Predator. Réalisé par John McTiernan, sorti en 1987, et surtout, on va se demander pourquoi, mais pourquoi donc les héros du film se font autant botter le cul? Et dans la deuxième partie, on parlera des réactions aux précédents numéros sur Watchmen, comme les gens qui ont relevé que « Oh quand même, Rorschach il est facho !» mais aussi de la réaction prévisible et pitoyable d'Edgy Anal Génocide, la police du cinéma. Mais entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons orienter notre approche du film en nous interrogeant sur la place et le traitement de la virilité dans Predator. Ainsi, on ne parlera pas du film de façon classique, même si ça peut être très intéressant, mais c'est le taf des youtubeurs spécialisés. Je vous renvoie par exemple à la vidéo de Guillaume Cassard sur Predator 1, le lien est dans la description. Je précise que j'aime bien sa chaîne, et notamment son humour très personnel, qui change du comique habituel qu'on retrouve sur les chaînes spécialisées. Toutefois, il nous sera utile de préciser que ce film est une allégorie de la guerre du Vietnam. Des soldats américains, sur deux et bien équipés, qui vont dans la jungle et se font maraver la gueule par un ennemi qui maîtrise l'environnement naturel et local, tout en se faisant trahir par leur commandement qui s'est servi d'eux. Ah, c'est le Vietnam, hein. De cela, de cette allégorie politique, on ne gardera que l'aspect des soldats sur deux qui se font botter le cul. Ce qui reste une bonne synthèse de la guerre au Vietnam. En effet, toute la première partie du film repose sur l'exposition de l'escouade de commandos très forts et très confiants et très beaufs. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Ah oui, bien colle-toi ça au cul et Ramon. Avec des gros muscles et de l'amitié virile. Sale petit enfant de putain. T'es ramolli? La CIA te fait bosser dans la paperasserie? Hein? Ça te suffit? J'ai peur de t'esquinter le poignet. Ah, ok, ça va. T'as jamais su quand il fallait t'arrêter. Dans toute cette première partie, on a des personnages très classiques de l'époque du cinéma américain qu'on appelle a posteriori le cinéma reaganien, du président Reagan qui a marqué le retour du conservatisme aux USA. Ce cinéma repose sur des héros américains bodybuildés avec des gros flingues qui pètent la gueule à tout le monde parce que c'est ça l'Amérique, fuck yeah! Si vous voulez en savoir plus sur le cinéma reaganien, je vous renvoie à la chaîne Cinéma et Politique, un lien est dans la description. Seulement, les mecs qui font les fiers à bras, qui tirent partout sans une égratignure, allez vas-y que je te fais de la punchline toute pourrie. Aiguise-moi ça. Ça, c'est la première partie. Après, ils font moins les marioles. Cette punchline est un code du cinéma d'action de l'époque qui est utilisé ici sous forme de pastiche, c'est-à-dire qu'il s'agit en réalité d'une imitation. Car après, là où ça devient vraiment intéressant, on sort du film d'action stéréotypé pour entrer dans un autre film, le film de science-fiction, dans lequel ces Américains avec des grosses couilles qui ballottent se font magistralement bolosser par le Predator qui a des plus grosses couilles qui ballottent. Et aussi il a des roquettes laser. Et c'est d'autant plus marquant que ces mecs étaient sur d'eux et super balèzes. C'est ainsi de l'ironie du second degré, ce film est sarcastique. On peut même dire que c'est un film satirique, c'est-à-dire une critique moqueuse du cinéma reaganien, et par conséquent, ce qui est notre sujet, de la virilité intrinsèque au cinéma reaganien. Cela m'a ainsi pas mal fait me bidonner quand j'ai vu cette bande-annonce de chez Ring dans laquelle Marceau et Papacito ont un album à vendre. Marceau! Espèce de gros enfoiré de tas de merde de communiste! J'espère que la maison d'édition Ring ne fera pas encore supprimer ma vidéo parce que je suis trop politiquement incorrect pour eux. Bref, quand Marceau et Papacito rendent
hommage au film par cette référence, ils occultent tout le reste du film qui change le sens de cette scène. Trouver ce passage de l'éloge de la virilité entre couilles très cool, c'est faire partie de la team premier degré. Et ainsi ne pas avoir vraiment compris le film qui montre justement le décalage entre un des types sur deux est balèze, et deux, les mêmes types qui se font botter le cul. À ce moment-là, le réalisateur McTiernan se fout de la gueule de ses personnages. Il se moque de leur virilité exacerbée, c'est une caricature conçue pour être déconstruite. Cette scène en particulier nous montre certes la complicité entre les deux personnages, mais aussi leur force et leur confiance de façon ironique, car cette force et cette confiance sont présentées par le réalisateur pour s'en servir, afin de créer un décalage avec le moment où ils vont se faire marrer la gueule comme des glands. Encore que je dis le moment où ils se font botter le cul, ils se font botter le cul à plusieurs moments, hein. Ils passent leur temps à ça d'ailleurs, hein. Récapitulons. Il y en a un premier qui se fait choper, ils ont rien vu venir. Il y en a un deuxième qui se fait choper, ils ont rien vu venir. Amenez-vous. J'ai ma cracheuse qui attend. Ils essaient par la force brute, en tirant dans le tas comme des bourrins, jusqu'à déboiser le Guatemala. Ça marche pas. Y a rien. Pas le cul d'une trace. Pas de sang. Pas de mort. On n'a rien touché. Ils essaient de se défendre par la fortification. Il faut renforcer la position à partir de la crête. Faut miner le terrain à mort. Ça marche pas. Il est passé à travers les pièges. Il a embarqué Bane sous notre nez. Ils essaient de le piéger, ça marche pas. Ils essaient d'attaquer le Predator, de le prendre en embuscade. Ça marche pas non plus, ils se font dominer. Et enfin, il y a le pisteur qui essaye d'affronter la créature en duel. Ça marche toujours pas, hein. On peut interpréter la scène du pisteur qui se fait tuer en hors-champ de plusieurs façons. Est-ce un suicide glorieux ou une vraie tentative de vaincre? Difficile à dire, le fait est qu'il crève en hors-champ. Ce qui, là encore, crée un décalage. On le voit se préparer à affronter la créature, torse nu, il se scarifie avec sa machette, c'est épique, hein, c'est de la couille. Et là, paf, il crève comme une merde en hors-champ. Genre voilà, c'est même pas la peine de savoir comment il s'est débrouillé. Non, il crève. Il meurt pas, il crève. Toutes les tentatives de lutter ont échoué. Mais lamentablement, hein, c'est pas genre on essaie, mais on avance quand même vers la victoire. Non, 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 même pas. Ils arrivent à rien. Hein. Les mecs, avec le massacre de toute l'équipe, ils découvrent que c'est pas un démon. Sans blague. Bah, forcément, bande de cons, c'est de la science-fiction, pas un Star Wars. Et deux, il veut les buter. Brillant. Bravo les services de renseignement. Hein. Bon, après, faut pas trop leur demander non plus, hein, ça reste que des militaires. Mais toutefois, le film n'est pas non plus en mode slasher, ce sous-genre du cinéma d'horreur où toutes les victimes d'un tueur psychopathe y passent les unes après les autres jusqu'à ce que la Vierge échappe à l'assassin. Alors, le tueur psychopathe, on l'a, étant donné que le Predator est un chasseur. Par contre, dans le sous-genre du slasher, les victimes se contentent le plus souvent de subir, voire d'ignorer la menace, et en plus, là, Schwarzy, il fait pas très bien la Vierge. Non, en réalité, c'est vraiment une mise à l'épreuve de leur surconfiance virile, et surtout une destruction totale, une annihilation de leur ego face à plus fort qu'eux, parce qu'on trouve toujours plus fort que soi. Donc se reposer là-dessus, c'est une mentalité d'éternel perdant. On en arrive alors à la troisième partie. Première partie, film d'action ironique qui montre comment ils sont trop forts.
Deuxième partie, le bottage de cul. Et troisième partie, Dutch se rebiffe. Alors les mecs, ils ont essayé de s'enfuir, hein. Là, tout le monde est mort, la meuf est paumée, et Dutch, Schwarzy donc, se retrouve en solo face au Predator. Et là, Dutch retourne à l'état de nature. Bon, il garde quand même des explosifs et son couteau, parce qu'il faut pas déconner, mais il retourne à l'état de nature en coupant du bois comme un sauvage, en faisant un arc, et en faisant du feu, et en criant très très fort comme un vrai mec qui est prêt à se battre. Et il va se faire botter le cul. Alors il se démerde pas trop mal, hein, avec ses explosifs, il arrive à péter la cape d'invisibilité du Predator, mais le plus marquant, c'est le duel. Le duel, le truc chevaleresque, hein, un contre un, hein, pour régler ça d'homme à... truc. Et il se fait, mais démonter la gueule. Genre bien, hein, jusqu'à la fin du film, où le Predator est vaincu par un piège. Un piège! Genre le truc de lâche, quoi. Et même pas en face, le Predator, il se prend un tronc d'arbre qui lui tombe sur la gueule. Et Dutch survit comme ça alors qu'il était en train de ramper dans la boue comme une serpillière. C'est pas très viril, hein, comme victoire. Alors ok, fallait le placer en hauteur, le tronc d'arbre, mais pas besoin d'être costaud pour ça, hein. Si tu fais 60 kg, tu soulèves un tronc d'arbre avec un bon système de poulies. Comme disait Archimède, donnez-moi un levier et un point fixe, et je soulèverai le monde. Et il était loin d'être con, Archimède, hein, c'est pas pour rien que c'était le hibou de Merlin l'Enchanteur. Techniquement, ce qui a permis de survivre au Predator, c'est pas la force, c'est la ruse. Et la chance, hein, quand même, parce que bon, fallait que le Predator, il soit juste en dessous du tronc, c'est quand même du bol. Pour Dutch, hein, pour le Predator, moins, là pour le Predator, c'est un peu con pour lui, là. Le Predator, il arrive à niquer toute une squad de commando, et il se fait baiser par un tronc d'arbre. C'est pas cool pour lui, quand même, on n'y pense pas assez, hein. Vous avez pensé à ça? Bah non, vous avez pas pensé. Vous pensez qu'à vous, de toute façon. Quoi qu'il en soit, Dutch, à la fin du film, il m'a pas l'air aussi vigoureux qu'au début. Non mais, regardez-moi ça, c'est pas la tronche de quelqu'un qui a gagné, ça. Ça l'a bien calmé, je pense, hein. Après, il a pris sa retraite pour aller faire du tricot en Alabama. Et c'est pour ça qu'on le voit pas dans les suites. Et ainsi, Dutch, il aura appris, comme nous tous, que la virilité, c'est bien mignon, mais quand tu te retrouves face à plus fort que toi, t'as juste l'air d'un gland. Bon, pour la deuxième partie sur les retours de la vidéo sur Watchmen, déjà je vais passer en voix off parce que ça m'arrange, et je précise aussi qu'il y aurait eu bien plus de choses à dire sur Predator et la virilité, donner plus d'éléments pour appuyer mon propos, mais j'ai préféré aller droit au but, comme un vrai mec. Ainsi pour Watchmen, oui, Rorschach est un sale con. Si vous voulez, on peut dire qu'il est facho, ok, mais c'était pas le sujet. Qu'il soit facho n'a aucune influence sur sa décision finale, et ce n'est pas ça le ciment de ses relations avec les autres personnages, notamment le hibou. S'il est pote avec le hibou, c'est pas parce qu'il est réactionnaire. Le sujet, c'est les relations entre les trois personnages, Hibou, Rorschach et Ozymandias, ce qui les relie, ce qui les différencie, et ce qui motive leur choix, et notamment le choix final. Et là, les opinions politiques de Rorschach n'entrent pas en compte. Par contre, ça aurait été intéressant de relever que le radicalisme de Rorschach est très jusqu'au-boutiste. C'est un radicalisme un peu con, par principe moral. Il n'est pas radical parce qu'il a théorisé intellectuellement son radicalisme, il est radical dans l'absolu et sans raison solide. Son refus de la justice de réhabilitation sur le prétexte que ça serait un compromis, par exemple. C'est quoi son argument ? Bah, une fois, il a rencontré un tueur d'enfants qui voulait en profiter, alors les criminels, faut tous les buter. Ben, voilà son argument. Ben, désolé Rorschach, c'est un peu limité, hein. Alors ça aurait été intéressant de développer les limites du radicalisme de Rorschach, mais ça m'aurait pris une demi-heure. Bref, ça n'a pas été pris en compte par Edgy, qui me fait une critique totalement hors sujet.
Edgy, c'est le mec qui fait la sourde oreille quand je débunk sa vidéo où il est complaisant avec un néo-nazi, mais par contre, si je parle de cinéma, ah bah là, il se réveille. Hein. Et donc, il se réveille pour dire quoi? Je vais pas répondre à tout. Hein. Sa vidéo a fait 55 minutes en étant très mal écrite. C'est même pas écrit d'ailleurs, hein. Il n'y a aucune structure, aucun plan, il passe du coq à l'âne, il parle pour s'écouter parler. Déjà, le mec m'appelle le gargouilleux, parce que... va savoir, hein. Et il met pas le lien de la vidéo dont il parle dans la description, parce que ça serait trop con que les gens vérifient ce qu'il dit. Bref, je vais juste reprendre 2-3 éléments, comme ça, là, c'est tout au début. Et donc, en fait, il veut faire une analyse politique du film, hein, pas de la bande dessinée, du film. Et il dit ça. Enfin, il ne s'agit pas d'une analyse politique, qu'est-ce que c'est que ce film, essaie de nous dire, ou encore, oh là là, regardez comment elle est faite, cette mise en scène. Non, tout ça, on s'en bat les couilles, on va plutôt se demander qu'est-ce que ce film permet d'illustrer. Bon, on voit qu'il veut pas parler de mise en scène, il veut pas parler de ce que ça raconte, il ne veut pas parler du message politique qui est véhiculé. On se pose un peu la question, monsieur le gargouilleux, de quoi est-ce que vous voulez bien parler? Comment est-ce que vous pouvez parler de quelque chose sans parler de cinéma, sans parler de mise en scène, hein? Seriez-vous, cher gargouilleux, un misomuse? Vous avez oublié ce que c'est un misomuse? Je vais vous le rappeler. Un misomuse, c'est quelqu'un qui a une détestation profonde de l'art. Il ne comprend pas l'art et donc en fait, il peut pas juste faire autre chose, tu vois, genre aller jouer au football. Non, ce qu'il faut, c'est que non seulement il ne comprend pas l'art, mais qu'en plus il faut aller le haïr, il faut aller cracher dessus. Il faut montrer son mépris au monde entier de l'art. Voilà, donc je dis que je vais pas m'intéresser à la mise en scène, et pour lui c'est de la haine. C'est de la haine de l'art et du mépris de l'art. Mais bien sûr, je pense qu'il est inutile que je développe. On remarquera qu'il dit que je vais faire une analyse politique du film en mettant un extrait où je dis que je ne vais pas faire une analyse politique du film. Il n'a pas l'air de bien comprendre ce que je dis, hein. Pourtant c'est simple, si je dis « ceci n'est pas une analyse politique du film, je me sers du film pour illustrer une idée », ça veut dire que je ne fais pas une analyse politique du film, mais que je me sers du film pour illustrer une idée. Et ça, c'est un truc qui le rend complètement hors sujet, parce qu'il croit que si on parle d'un film, il faut en parler d'une seule façon. En respectant le code, le cahier des charges, hein. Si tu parles d'un film, c'est forcément faire une analyse du film, avec la mise en scène et tout, bon, les intentions de l'auteur, etc. Sauf qu'on peut parler d'un film autrement. Comme ici, par exemple, se servir d'un film pour illustrer une idée, comme si un film devenait en fait un dessin, un schéma, hein, dont on va se servir pour illustrer quelque chose. On appréciera aussi qu'il utilise le terme de misomusie, donc un terme désuet, un terme qui est très, très peu utilisé. Hein. Ça, c'est le cuistre, hein, le pédant. Ça, c'est un grand truc qu'il aime bien faire, c'est utiliser des mots peu fréquents pour avoir l'air cultivé auprès des cons. Comme faquin, hein, son insulte préférée, c'est faquin. C'est une vieille insulte désuée, hein, désuète, plutôt. Mais ça lui donne un air cultivé. Alors que tout ce qu'il a fait, c'est utiliser un mot pas fréquent, et puis c'est tout. Hein. Enfin bref, on va pas s'éterniser. La suite. C'est bizarre en fait ton histoire de Dieu mais, parce qu'en fait à un moment donné dans une vidéo tu reproches à Anal Génocide d'utiliser le terme français de souche, alors qu'il fait clairement des Dieu mais avec ses doigts. Donc le type en fait me reproche d'utiliser le terme français de souche alors que j'ai bien pris toutes les précautions pour dire que ce n'est pas mon expression à moi que je reprends, mais celle, du coup, on parlait de Renaud Camus, c'est celle de Renaud Camus. Justement, ma critique n'était pas sur l'usage de l'expression français de souche, mais sur l'absence de critique de cet usage. Dans la vidéo sur Renaud Camus et le grand remplacement, Edgy s'est contenté d'accepter les prémices idéologiques de Renaud Camus, sans les questionner. Reprendre le lexique de l'extrême droite, c'est déjà une défaite. Utiliser des guillemets n'est pas suffisant. Sinon, quel est le rapport avec le sujet ? Aucun. Hein. Et c'est comme ça pour les 3/4 de sa vidéo, ce qui montre déjà qu'il règle ses comptes et qu'il noie le poisson en faisant un millefeuille. C'est qu'en fait, il veut faire rentrer absolument le film dans son moule idéologique, et donc son moule idéologique, c'est que, en fait, les militants politiques, on peut les résumer à peu près à trois parties, c'est-à-dire que tu vas avoir les radicaux, tu vas avoir les modérés, et tu vas avoir les extrémistes. Et il définit plutôt mal ces mots-là. Déjà, en faisant ça, il fait semblant qu'il y a une différence, même pas, on va dire de degré, mais de nature entre un radical et un extrémiste, alors que quand tu regardes la définition d'un mot qui n'est pas donné donc par le gargouilleux, en général, on va utiliser un mot pour définir l'autre. Je dis pas qu'ils sont synonymes, mais on va quand même les utiliser, voilà, pour essayer de te faire comprendre la notion. Bon, là on voit le niveau, hein. Son argument pour rejeter mon approche, c'est le dictionnaire. À quoi bon faire de la philosophie politique si la vérité absolue se trouve dans la définition des dictionnaires, hein ?
Si je trouve que la définition de l'extrémisme, selon le dictionnaire, ne veut concrètement rien dire, car elle est relativiste, et que je cherche à définir les choses avec une approche plus objective, on fait quoi? C'est le dictionnaire qui a raison, parce que le dictionnaire est un texte sacré? Donc pour lui, être radical c'est bien, être extrémiste c'est pas bien, et puis être modéré ça sert à rien, et tu vas forcément t'allier avec les extrémistes. Alors déjà, bon, tout ça, ça reste à prouver, bien évidemment, et si jamais j'utilise cette même analogie dans un autre contexte, un contexte qui va lui être un peu moins favorable, eh ben, il va... Ça reste à prouver, c'est prouvé, c'est dans les vidéos que j'ai mis en description. Hein. Une démocratie qui fait des compromis avec le fascisme se condamne à laisser le fascisme petit à petit gagner toujours plus de terrain à force de faire des compromis, sachant que le fascisme est totalitaire. Le fascisme ne s'arrêtera pas à un moment ou à un autre. C'est logique. Tout ce qu'il a à répondre à ça, c'est une analogie fallacieuse, en comparant avec les musulmans. C'est exactement la même analogie que j'avais déjà débunkée dans sa vidéo sur Renaud Camus, déjà. Et ensuite, son seul argument repose là-dessus, une analogie. Comparaison n'est pas raison. Si tout ce que tu as comme argument, c'est une analogie, alors t'as pas d'argument. Une analogie illustre un argument. Elle n'en forme pas un. D'autant plus quand l'analogie n'est pas justifiée, c'est-à-dire qu'Edgy n'explique pas en quoi les deux situations sont similaires. C'est du vide argumentatif, c'est de l'esbrouf. Donc Zemmour, en fait, s'il dit, c'est qu'il n'y a pas de musulmans modérés, en fait, ils sont tous alliés avec les extrémistes. Donc là, il me compare à Zemmour, sauf qu'on voit que l'analogie fonctionne pas, car Zemmour dit que le musulman modéré n'existe pas, car le modéré considère, d'après Zemmour, que l'extrémiste est un bon musulman. Sauf que moi, je dis pas que le républicain modéré, par exemple, est un allié de l'extrême droite, car ce républicain modéré considère au fond de lui que l'extrême droite, ce sont les vrais républicains. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que les modérés sont, au fond d'eux-mêmes, d'accord avec les extrémistes, je dis qu'ils vont se faire niquer par les extrémistes à cause de leur naïveté avec les extrémistes, ce qui n'a rien à voir. Bon, je vais m'arrêter là, Après il dit que pour moi, Rorschach, c'est le gentil, alors que j'ai jamais dit, ni même sous-entendu un truc pareil. Mon propos, c'est que Rorschach, lui, il se fait paniquer par Ozymandias, contrairement au hibou, et ça n'a rien à voir avec les gentils et les méchants. Mais bon, ça c'est un grand classique de me faire passer pour manichéen, plutôt que de prendre le temps d'écouter mes propos, qui sont un peu plus complexes que le dictionnaire, il est pas d'accord, et puis on dirait Zemmour. Surtout de la part d'un mec qui compare Renaud Camus à Newton. Moi je suis comme Zemmour, mais Renaud Camus il est comme Newton. Paye ta logique.